Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Plière, chercheur à l'ONERA et professeur en IA à l'université Paris-Saclay. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Aurélien Plière, bonjour. Bonjour Sylvain. Je me réjouis de vous revoir. J'ai eu l'occasion de vous interviewer sur l'intelligence artificielle. Je voulais vous entendre de nouveau sur le sujet, dans la perspective du sommet qui doit se tenir au mois de février sur l'IA à Paris et qui sera précédé d'une conférence sur les rapports entre intelligence artificielle, sciences et société qui se tiendra sur le plateau à l'école polytechnique. Avant de vous entendre sur vos attentes, les attentes que vous placez dans ces deux événements, j'aimerais que vous rappeliez ce qu'est l'ONERA, parce que vous êtes chercheur à l'ONERA, vous êtes également professeur attaché à l'université Paris-Saclay. L'ONERA, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Donc l'ONERA, c'est l'Office national d'études et recherche aérospatiale. Ça a vu le jour en 1946 après-guerre et le rôle principal qui a été donné à cet office, ça a été de dynamiser la recherche en aéronautique. Donc ça prend la forme en fait à l'époque de la construction et de la mise en service des grandes souffleries d'État. Et c'est ces souffleries qui ont permis de développer tous les grands programmes aéronautiques, aérospatiaux par la suite, qui ont vu le jour en France depuis l'après-guerre. Comment l'ONERA s'est saisie de la question de l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs apparaît pratiquement au même moment, à quelques années d'intervalle. Mais comment l'ONERA s'est saisie de l'intelligence artificielle telle qu'elle s'impose depuis quelques années ? C'est assez difficile de retracer le moment à partir duquel où l'intelligence artificielle apparaît dans les travaux de l'ONERA, parce que c'est une apparition qui est plutôt diffuse. C'est-à-dire que l'ONERA, c'est 7 départements de recherche qui vont de la mécanique des fluides à la mécanique des solides, la combustion, le déploiement de capteurs optiques, radars, quantiques, et aussi un département qui traite tous les aspects de traitement de l'information et de systèmes. Ces départements-là, en fait, aujourd'hui, en 2025, ont tous dans leurs travaux des travaux liés à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cependant, si on veut revenir à l'origine, l'intelligence artificielle est très liée au développement de l'informatique. C'est-à-dire qu'après-guerre, l'informatique était naissante. Dans les problématiques de construction aéronautique, après-guerre, on était plus centré sur la partie expérimentale. On n'était pas capable de calculer comment se comportait un écoulement. On construisait une soufflerie et on observait comment se comportait un écoulement. Il va falloir attendre les années 80 avec l'apparition des grands calculateurs qu'on appelle les calculateurs vectoriels, qui étaient par exemple la marque Cray. C'est l'apparition de ces calculateurs qui vont permettre de calculer numériquement comment s'écoule un flux d'air en bordure d'une aile ou le long d'un fuselage d'un avion. C'est à partir de ces années, donc les années 80, 90, que le numérique prend réellement son emprise à l'ONERA. Depuis ces périodes-là jusqu'à aujourd'hui, on a le numérique qui s'immisce de plus en plus dans tous nos domaines. C'est-à-dire que quand on a une soufflerie, au début des années 2000, apparaît la caméra numérique. On remplace l'œil du scientifique qui a observé au travers d'un hublot un phénomène avec des petits brins de laine collés sur une aile, et on le remplace par une caméra numérique et on va s'amuser à calculer les écoulements de manière numérique. Et plus le temps passe, plus on va chercher à calculer des éléments physiques qui ont une compréhension compliquée. Donc en gros, on va rajouter des connaissances physiques, des modèles numériques, et on va mélanger la partie expérimentale de la partie simulation, donc ce qu'on appelle la simulation. Et aujourd'hui, dans tous les domaines de l'ONERA qu'on a mentionné, de la physique des solides, la physique mécanique des fluides, la physique des capteurs, on a cette convergence entre la production d'une donnée expérimentale et la résolution numérique d'un modèle. Et cette convergence se fait en utilisant des outils qui sont les outils de l'intelligence artificielle. Alors voilà pour l'ONERA, mais qu'en est-il de vous personnellement ? On a bien compris que vous ne pouviez pas échapper à l'IA, qu'elle s'invitait dans vos activités de recherche. Néanmoins, comment vous en êtes-vous saisi et quel regard posez-vous sur cette IA, si tant est qu'on puisse la conjuguer au singulier ? À titre personnel, je suis arrivé dans le monde de l'IA au travers
de mes travaux en vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, ça revient justement à traiter ces données vidéo numériques pour essayer de reconstruire une composante physique, un environnement 3D, un champ de vitesse ou ce genre d'éléments. Ce domaine de la vision par ordinateur, dans mon travail de chercheur à mes débuts, on l'appliquait en soufflerie et sur des problèmes de robotique, c'est-à-dire de petites robotiques autonomes, de petits drones ou de petits robots roulants. Quand ils évoluent dans l'environnement, ils ont besoin de comprendre cet environnement. Quand on dit comprendre, on voit qu'on part d'une donnée, donc une vidéo, une image, qui a un élément numérique, et on essaye de lui donner une couche sémantique. Et en fait, c'est là que l'intelligence artificielle qui s'est, dans les années 2010, qui a été marquée par l'apparition de l'apprentissage profond, donc c'est l'utilisation de gros réseaux de neurones pour résoudre ces problèmes, et c'est là qu'est arrivé dans mes travaux ce besoin de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il faut comprendre, c'est que autant en 2010, c'était un domaine qui était assez séparé de toutes mes autres activités, aujourd'hui, en 2025, toutes mes activités scientifiques, sur des domaines très différents qui vont de l'observation de la Terre à la mesure en soufflerie, utilisent de manière courante des outils issus de l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de domaine où on peut passer à côté de ces outils. Donc c'est pour ça que ces outils sont extrêmement importants dans notre métier de chercheur. Qu'est-ce que ça implique pour l'activité de recherche, pour votre activité de recherche? Vous êtes chercheur à l'ONERA. Quel sens cela a-t-il lorsqu'on travaille sur l'IA? Est-ce que ça ne vous amène pas à interagir davantage avec d'autres acteurs, d'autres organismes de recherche, des industriels, que sais-je encore? Et derrière cette intégration, il y a celle de savoir en quoi l'écosystème de Paris-Saclay dans lequel est inscrit l'ONERA est propice, favorable à l'approfondissement des recherches dans ce domaine-là. C'est une question qui est très intéressante. L'intelligence artificielle apporte, de par sa grande vélocité dans son développement, un certain nombre de problématiques sur lesquelles il faut, en tant que chercheur, s'adapter. Les domaines qui sont touchés par l'intelligence artificielle évoluent de par la grande fertilité du domaine très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils, donc on peut parler par exemple de librairies Python utilisées pour faire de la vision par ordinateur, c'est par exemple, on va appeler ça PyTorch, vont être les mêmes pour un scientifique qui fait de la vision par ordinateur que pour un scientifique qui va faire du traitement du son. Et en fait, cette convergence dans les outils fait que naturellement, la multidisciplinarité autour de l'intelligence artificielle est boostée par ces effets-là. L'effet positif qu'on a à Paris-Saclay, c'est qu'on a une très haute densité d'écoles, d'instituts scientifiques localisés physiquement au même endroit. Donc en gros, c'est très facile d'interagir avec des scientifiques de domaines très différents et de cultures très différentes autour de problématiques qu'on peut aborder dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tant et si bien que les formules, les expressions qui ressortent souvent des interviews que j'ai avec des spécialistes de l'IA, comme vous, et je renvoie aux entretiens que vous m'avez accordés précédemment, c'est les mots d'intelligence humaine, d'intelligence collective, comme si cette proximité géographique des différents organismes de recherche, etc., finalement incitait plus à ce type d'intelligence qu'à l'intelligence artificielle proprement dite. Comment vous réagissez à ce ressenti? Et nous en viendrons ensuite au sommet. Je suis assez d'accord avec cette assertion, c'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, on la met souvent en parallèle de l'intelligence humaine parce que on pense avoir le monopole de ce mot. Il faut pas oublier que la science fonctionne depuis toujours sur le principe de l'interaction. C'est-à-dire que pour arriver à construire nos théories, pour arriver à faire avancer nos problématiques, le débat et l'interaction entre différents scientifiques en différents points de vue est fondamentale. La possibilité de se contredire, de se porter à défaut via le débat, c'est l'élément qui fait avancer la science. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ne permet pas par elle-même de mener toute seule ces débats et d'avancer. Donc il y a derrière les problématiques résolues par l'intelligence artificielle, toujours des chercheurs, des scientifiques, des humains qui vont interagir. Après, ce qui est extrêmement intéressant ces dernières années dans l'évolution de ce domaine, qui est très difficile à définir, qu'on va appeler l'intelligence artificielle, c'est que la maturité du domaine scientifique et l'accessibilité des outils liés à l'intelligence artificielle ouvre le débat beaucoup plus que par le passé. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, que ce soit un avocat qui travaille dans un cabinet,
que ce soit un assistant dans un organisme de recherche, que ce soit un chercheur, ces gens-là peuvent être autour de la table et discuter des outils apportés par l'IA, des avancées et des changements de fonctionnement de la société autour de ces outils et parler de manière assez technique. C'est-à-dire que le fonctionnement moderne d'un grand modèle de langage, il est assez intéressant de voir que des gens sans aucune formation scientifique initiale arrivent à en discuter de manière très performante. Et ce débat-là, dans des grandes concentrations comme on retrouve ici au plateau Saclay, sont très animés et c'est très prolifique. Eh bien, vous donnez pleinement sens à cette conférence qui se tiendra les 6 et 7 février sur le plateau de Saclay à l'École Polytechnique, puisqu'elle aura pour thème intelligence artificielle, sciences et société. Cette conférence, je l'ai dit, précédera le grand sommet qui se tiendra à Paris sur le thème de l'action sur l'intelligence artificielle. Quelles sont vos attentes dans ces 2 événements ? À titre personnel, en fait, j'ai des attentes et une vision qui est assez duale de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que d'un côté, en tant que scientifique et chercheur, je suis quelqu'un d'émerveillé par les progrès récents auxquels on est arrivé. Je suis émerveillé tous les jours par la vitesse de progression des algorithmes et des résolutions de problèmes auxquels on n'aurait jamais pu imaginer arriver il y a 20 ans. D'un autre côté, je pense qu'il faut être conscient que les technologies et les avancées scientifiques qu'on avance en fait dans nos laboratoires ont un impact et ont vocation à avoir un impact sur la société. L'intelligence artificielle et les progrès qu'ils vont apporter d'un point de vue technique vont devoir être intégrés dans le fonctionnement d'une société de demain. Et là, on sort du débat du chercheur et on a besoin d'un débat de société. Et un débat qui est éminemment politique et éminemment orienté sur comment notre société se structure autour de ces outils, comment on les intègre dans notre fonctionnement pour garantir une interaction libre et prolifique des différents individus de notre société. Un autre élément, c'est de comprendre que ces outils-là, même si aujourd'hui leur fonctionnement en tant qu'utilisateur nous est masqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un bout de plastique dans la poche qui est un smartphone qui consomme, on va dire, au maximum 5 watts. Et quand on l'utilise, on nous masque le fait qu'on est en train d'exploiter une ressource qui tourne sur un data center, qui est très consommateur d'énergie. Aujourd'hui, en fait, il faut avoir conscience que les grands opérateurs de l'intelligence artificielle sont en train de réfléchir à se doter de centrales nucléaires pour faire fonctionner leur data center. C'est-à-dire que là, on est passé à un usage de l'énergie uniquement pour faire tourner les calculs, les énormes calculs liés à l'avancée de ces outils-là. On voit bien que même s'il est masqué, même si l'utilisateur ou le citoyen n'a pas accès à la visibilité de cette consommation, d'un point de vue global de notre planète, elle existe. Et il y a un choix à faire. Est-ce que ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser un grand modèle de langage sur notre smartphone qui est extrêmement intelligent, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est pouvoir chauffer une petite ville l'hiver ? C'est la question qui est posée. C'est une question qui est politique, qui est d'ordre de la structuration de notre société. Et à titre personnel, c'est ce genre de questionnement politique dont j'attends des réponses, dont j'attends des orientations et des propositions dans les sommets à venir. Eh bien, puisque la période s'y prête, je fais le vœu pour la nouvelle année 2025 que ces événements répondent à ces questions éminemment cruciales pour l'avenir de nos sociétés. Merci beaucoup Aurélien Plivière. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.